pour juste comprendre l'évolution des familles, je vais prendre 2 exemples de familles que vous connaissez tous. Les Simpsons, tout le monde connaît, famille dite hyper moderne, et la famille moderne, qui est son équivalent, qui sont les Ingalls, la petite maison dans la prairie. Juste pour faire un petit sondage, qui préférerait vivre dans la petite maison dans la prairie? Oui, qui préfère vivre chez les Simpsons? Ils sont déjà beaucoup moins nombreux. Alors effectivement, ça a l'air beaucoup plus confus. Il faut quand même savoir que Charles Ingalls, pendant la première saison de la petite maison dans la prairie, va chercher 17 fois le martinet. Donc on n'est pas dans de la pédagogie super positive, on est même dans une pédagogie qui peut être qualifiée de noire. Mais évidemment, le contexte éducatif va changer complètement. C'est pourtant la même famille, ça ne saute pas aux yeux comme ça, mais c'est exactement la même famille, c'est-à-dire un couple d'élection. Ils se sont choisis, ils ont choisi de vivre ensemble, Charles et Caroline, et Homer et Marge, bien. Je vois que les gens suivent et connaissent bien les Simpsons, très bien. Ils ont aussi choisi de vivre ensemble, mais on voit tout de suite déjà que ça va être un peu plus compliqué chez Homer et Marge. C'est ça l'évolution de nos sociétés. Si on n'imagine pas Charles ou Caroline mettre son pied de travers, on voit tout de suite, effectivement, c'est ce que Zygmunt Bauman appelle les liens liquides, que chez les Simpsons, ça ne va pas être évident. Et pour ceux qui veulent un scoop, dans la dernière saison, ils vont se séparer. Il faut le savoir, donc j'ai peut-être spolié un petit peu les Simpsons, mais ils se remettront après ensemble, rassurez-vous. Mais en tout cas, il y a une lutte permanente parce que les institutions n'ont pas la même force d'autorité qu'à l'époque des Ingalls. À l'époque des Ingalls, d'ailleurs, toutes les institutions, que ce soit l'église, que ce soit l'école, Madame Middle, l'enseignante, transmet exactement les mêmes valeurs que la famille, donc il n'y a pas trop de tension avec l'école, voire pas de tension du tout. Ils vont à l'église en randonnion et ils chantent les psaumes tous ensemble. Chez les Simpsons, c'est pas la même chose, la famille est déjà très chaotique. L'école, elle est au moins aussi chaotique que la famille, et l'église, on y va quand on y pense, et quand on y est, on fait tout à fait autre chose que ce qui est attendu. C'est ça, une société qui bouge. Alors, le but n'est pas de dire c'était mieux du temps des Ingalls, même si visiblement certains ont la nostalgie de ce type d'éducation qui ne fonctionnerait plus à l'époque actuelle. La même famille avec les mêmes 3 enfants. Regardez le premier enfant, c'est-à-dire celui qui fait office d'aîné, Mary Ingalls, la jeune fille super bien élevée, qui ne transige avec aucune valeur, qui devient d'ailleurs enseignante pour reproduire ses valeurs sans le moindre difficulté. Regardez de l'autre côté, celle qui fait office d'aîné, je sais que ce n'est pas l'aîné, mais elle fait office d'aîné, Lisa, l'enfant surdoué. L'enfant surdoué, qui est celui dont la plupart des parents rêvent. On n'a jamais vu autant de surdons qu'actuellement. On en reparlera certainement en cours de conférence, mais le surdon, en réalité, il n'existe pas. C'est une invention très souvent de parents pour arriver à se dire il faut absolument, non pas que mon enfant soit doué, mais il faut qu'il soit plus doué que les autres. Parce que s'il n'est pas plus doué que les autres, il s'expose au risque du déclassement. Alors moi, j'ai aucun problème à ce que tous les parents s'imaginent que leur enfant est surdoué. Ça ne me pose pas de souci, sauf que la pression qui est mise sur les épaules de l'enfant est intense. S'il a simplement des résultats normaux, il risque de se trouver ou de se percevoir comme décevant aux yeux de ses parents. En fait, le surdon est arrivé en même temps que l'idée du déclassement auquel on doit tous faire face en tant que parents. On le sait, pour 8 sur 10 d'entre nos enfants, ils auront un statut inférieur au nôtre. Et s'ils veulent le même statut, ils doivent faire 5 années d'études en plus. Donc il est naturel qu'il y ait un ensemble parmi nos enfants qui auront des statuts inférieurs aux nôtres. Ce n'est pas du tout grave, mais ça crée une espèce de tension. Donc effectivement, l'idée de dire « il est surdoué », ça rassure tout le monde. Comme ça rassure tout le monde, on l'a vu dans une expérience qu'on a réalisée en Fédération Wallonie-Bruxelles, où on demande simplement à une enseignante de maternelle de dire à des parents qui viennent après une réunion de parents que leur enfant était normal, se développe bien, il n'y a aucun souci, ne vous inquiétez pas, tout va bien. On demande après aux parents comment ça s'est passé. Les parents ne sont pas contents. Ils disent on a perdu notre temps et l'institutrice, l'enseignante, elle n'est pas terrible. Imaginez la même scène, on demande à l'enseignante de dire que jamais dans sa carrière, elle n'a vu un enfant dessiner aussi bien.
Et là, vous allez voir tout de suite les scénarios se mettre en place. Automatiquement. Si on commençait à mettre des dessins d'enfants sur les frigos, on va racheter des frigos pour ne plus jamais jeter un dessin de l'enfant, et on va se mettre à échafauder des modèles de développement qui sont de l'ordre du surdon, de la surcompétence. Et quand on demande à ses parents, ça s'est bien passé la réunion de parents, ils vous disent, c'était génial, c'était super. Et l'enseignante, là, qu'est-ce qu'elle est perspicace. Et donc, vous avez tout intérêt, si vous êtes enseignant, à annoncer du surdon. Le problème, c'est que les dégâts sont parfois considérables. Lisa Simpson a l'avantage, en tant que surdouée, d'avoir affaire à un père qui ne s'en rend absolument pas compte et qui ne prend pas conscience de ses surcompétences. Mais c'est effectivement, l'aîné, il reproduit dans ces deux séries ce qui est attendu d'un enfant. C'est l'enfant rêvé. Mary Ingalls, qui ne fait jamais, jamais, jamais le moindre pas de travers, et Lisa Simpson, dont on peut ne pas s'inquiéter pour l'avenir. Le deuxième, par contre, il va déjà poser plus de questions. C'est d'ailleurs celui autour duquel, en principe, tourne le récit, puisque c'était au début les aventures de Laura Ingalls et les aventures de Bart Simpson. Laura Ingalls, la petite fille qui de temps en temps fait de travers, qui de temps en temps ment, de temps en temps triche. N'oubliez pas que c'était l'époque où on pouvait dire à des parents « Vos enfants sont bien élevés, bravo ». Et les parents étaient satisfaits. Le but de l'éducation, c'était de cadrer le développement de l'enfant par un système de valeurs qui devait absolument être transmis d'une génération à l'autre. Il fallait bien élever ses enfants. Chez les Simpsons, c'est très différent. C'est là qu'on va voir apparaître la notion de parentalité, parce qu'évidemment, on est dans quelque chose qui suppose aussi de l'inquiétude. Bart Simpson, c'est pas le surdoué, c'est le sous-doué. Celui dont on se demande, c'est-à-dire en gros, l'inadapté scolaire, ça va pas à l'école, une réunion de parents, c'est une vraie catastrophe, avec lui on ne veut pas y être parce qu'on sait ce qu'on va entendre et on sait le tremblement que ça va produire dans la parentalité. Le troisième enfant, chez les Simpsons comme chez les Ingalls, dont j'oublie même parfois le prénom, parce qu'ils sont des enfants qu'on appelle les enfants superfétatoires, c'est-à-dire qu'ils sont là pour interroger le désir de la famille d'avoir encore des enfants ou pas. C'est un enfant qui est scotché à la maman, qui ne parle pas, et que le papa investit très très peu. Le deuxième enfant, par contre, c'est celui autour duquel le récit va se poser, parce que c'est là que vont se poser les questions de la parentalité. Et regardez comment ça se résout chez les Ingalls. Eh bien, on a un problème, on a évidemment une solution, et à la fin, Charles Ingalls, qui a réponse à tout, coupe du bois et tout le monde danse autour de la table, tout va bien. On a un épisode qu'on appelle un épisode clos, fermé sur lui-même. C'est à l'époque où ceux qui faisaient, non pas du soutien à la parentalité, mais de l'éducation familiale, pouvaient se contenter de donner des conseils. Or, on le sait, en éducation, actuellement encore plus qu'avant, un conseil, ça ne sert pas à grand-chose. Ceux qui en ont besoin ne sont pas prêts à les entendre, et ceux qui sont prêts à les entendre, ils n'en ont pas besoin. On a donc des professionnels de la parentalité qui vont devoir agir tout à fait autrement. Et on le voit avec les Simpsons. Avec les Simpsons, à la fin de chaque épisode, on ne résout strictement rien. On ne résout pas les problèmes, on trouve généralement d'autres problèmes, d'autres difficultés. C'est ça, la parentalité, parce que le but n'est pas de bien élever des enfants, le but, c'est de faire en sorte qu'individuellement, ils parviennent à s'épanouir. Et regardez la seule séquence rituelle chez les Simpsons, ils se mettent dans le divan et ils regardent les Simpsons. C'est-à-dire qu'ils font en sorte qu'ils se regardent vivre pour s'interroger. C'est ce que font les professionnels du soutien à la parentalité. Ils disent à la famille, dites-moi des scènes de votre vie, des manières de vivre, des façons de vivre, des façons d'être. Et on va s'interroger ensemble, améliorer ce qu'on appelle en langage professionnel la conscience réflexive. Vous êtes sans doute en partie venu ici pour ça. Non pas seulement pour avoir des outils, mais pour dire, mais je dois m'interroger parce que l'hyperparentalité, la vraie question qu'on se pose, c'est est-ce que j'en suis un ? C'est ça, la question que la plupart d'entre vous a au fond de sa tête. Et je vais tout de suite vous rassurer. Enfin non, je vais d'abord vous inquiéter. Vous en êtes probablement un, parce que venir écouter quelqu'un qui parle d'éducation un soir, comme ça, en se rassemblant, il faut quand même
être un petit peu allumé sur le plan. Il y a des tas de choses intéressantes à faire. Vous savez, à Poitiers, c'est une très belle ville, il y a des cinémas, il y a plein de trucs intéressants. Non, vous préférez venir écouter quelqu'un qui va vous parler de l'éducation de vos enfants. Ça veut dire que ces questions, elles se posent. Est-ce que ça marche ? Qu'est-ce qu'il va me donner ? Alors j'ai entendu, truc et ficelle, petite astuce. Je pourrais le faire comme ça, beaucoup le font, hein, beaucoup de mes collègues le font, et certains s'amusent et gagnent bien leur vie comme ça, en disant je vais vous donner des petits trucs pour que ça marche. Rassurez-vous, il y en aura quelques-uns, mais attention aux petits trucs. Hein. Si on vous dit par exemple, éduquer sans punir et sans sanction, j'ai un truc génial. Tout par l'humour et le jeu. Vous avez des bouquins comme ça qui sortent. Hein. Je vous assure que vous risquez, si vous écoutez ce type de conseils et que vous les suivez à la lettre, des énormes déconvenues. Si tout va bien dans votre système éducatif, ça ira. Si ça va mal et que vous espérez vous en sortir avec l'humour et le jeu en permanence. Je vais prendre un exemple tiré d'un de ces livres, où on vous explique, par exemple, que votre enfant ne veut pas aller prendre son bain, sa douche le soir. Eh bien, vous devez organiser ça comme un jeu. C'est-à-dire, en gros, vous faites en sorte de la prendre pour une princesse. Vous mettez c'est très coûteux au niveau de temps hein, de devenir un hyper-parent tout à fait consciencieux. Vous mettez le nom de la petite sur tous les produits dans la douche. Vous installez un trône, parce que c'est Sa Majesté quand même qui va aller prendre sa douche. Et puis, vous lui parlez avec beaucoup d'emphase pour qu'elle accepte de venir prendre sa douche. Et puis, peut-être qu'une fois, ça va marcher. Peut-être aussi que le lendemain, elle va vous dire « Tiens, c'est ton tour, assieds-toi, c'est toi qui vas être la princesse. » Vous risquez de vous trouver tout habillé sous la douche, en train de vous faire traiter de reine, mais uniquement dans votre salle de bain. Et vous allez voir que ça ne marche pas de manière systématique, constante et radicale. C'est pour ça que je suis un peu féroce avec ce type de petits trucs, et qu'avant ces petits trucs, il y a quelque chose d'important, c'est de diminuer la tension que l'on se met sur soi-même. N'essayez pas l'humour et le jeu si vous êtes énervé. Vous allez être pathétique. Votre humour va tomber à plat et vos jeux vont être emmerdants parce qu'on ne s'amuse pas avec quelqu'un qui est énervé. Et quelqu'un qui est énervé, ou bien il est sarcastique, ironique, où il pratique la dérision, mais il est rarement véritablement drôle. Et donc, il faut d'abord un ensemble de préalables. Le premier préalable, c'est de comprendre ce qu'est cette hyperparentalité, d'abord d'où elle vient. Pour ne pas en faire toute une maladie, il faut savoir pourquoi on est, pour l'immense majorité d'entre nous, devenus des hyperparents. On parlera un tout petit peu de l'hypoparentalité. J'ai eu beaucoup de plaisir à entendre le mot, parce qu'elle existe aussi, l'hypoparentalité. Et elle n'est pas un défaut de parentalité, elle est juste une hyperparentalité absolument pas assumée, notamment par exemple en milieu défavorisé, où vous vous dites « moi j'aurais voulu être un parent merveilleux, parce que j'ai eu une enfance pourrie. Et comme je veux être un parent merveilleux, je dois être un parent parfait. Je vais être un papa, une maman parfaite. » Et puis vous allez entendre un enfant pleurer. Et un enfant qui pleure, c'est chiant. Et vous allez vous dire « mon Dieu, comment ça se fait que je ne suis aussi agacé ?» alors que tout le monde a l'air de trouver qu'un enfant, c'est merveilleux et que c'est merveilleux tout le temps. Et résultat, eh bien, il y aura un petit vibrato qui va se produire et qui va se produire avec beaucoup d'intensité parce que le creuset de la maltraitance, c'est beaucoup plus la revendication de l'excellence que l'acceptation de la médiocrité. Il faut accepter que nos enfants sont chiants. Un bon parent est un parent qui a régulièrement envie d'envoyer son enfant par la fenêtre. Un mauvais parent, c'est un parent qui se dit « non, mon enfant est parfait. Il ne me gêne jamais, il est absolument parfait. Je vais en permanence me nourrir des conversations que j'aurai avec lui, parce que rien n'est plus beau, n'est-ce pas, qu'une conversation avec un enfant. » Et là, je pense qu'il faut parfois plus prêter l'oreille aux humoristes qu'aux pédagogues. Il y a un humoriste qui a dit merveilleusement ce que beaucoup de pédagogues ont essayé d'expliquer en beaucoup de livres et en beaucoup de pages, c'est Gad Elmaleh. Gad Elmaleh, il va vous dire « parler avec un enfant, c'est comme parler avec un type bourré. Il ne comprend rien à ce que vous lui voulez et ce qu'il va dire ne correspond pas à vos structures mentales. Parler constamment à un enfant full-time, ça va vous rendre idiot. Il faut de temps en temps avoir des conversations entre adultes parce que vous n'allez pas nourrir votre intelligence en permanence d'une conversation en tête-à-tête avec des enfants. C'est merveilleux, des conversations d'enfants, je serai le dernier à vous le dire, mais pas si ça occupe tout le terrain. Et c'est ça qu'on va devoir mettre en place dans l'hyperparentalité, c'est un équilibre
entre ce désir d'être un bon parent, donc d'avoir envie d'envoyer son enfant par la fenêtre de temps en temps, assumer cette envie pour pouvoir être authentiquement présent à cet enfant, plutôt que de s'obliger à l'être continuellement. Les enfants, d'ailleurs, n'en ont pas besoin. Quand on fait souffler un parent, c'est l'enfant qui respire de soulagement. Ils ont besoin, non pas de parents qui s'occupent d'eux full-time, mais de parents qui s'épanouissent et qui se préoccupent d'eux. C'est se préoccuper de quelqu'un, c'est savoir comment il va. Être attentif à la manière dont il se développe, c'est pas s'en occuper en permanence. On l'a vu pendant le confinement, il y a des parents qui, dès les premiers moments du confinement, ont sorti tous les jeux de société, en disant « Waouh, c'est l'occasion de jouer tous ensemble ». Il y a des adolescents qui téléphonaient en pleurant, en disant « C'est plus possible ces jeux de société, moi je veux retourner à mes jeux vidéo avec mes copains, je ne supporte plus ces jeux de société ». Et ça a créé parfois beaucoup de tensions chez des enfants, des adolescents qui avaient envie, effectivement, de temps en temps, qu'on joue à un jeu de société, mais pas full-time, pouvoir se délester du poids de l'éducation. On va en parler tout à l'heure, du poids de la charge émotionnelle notamment, se délester du poids de la charge émotionnelle, s'affranchir d'un lien qui est vécu comme aliénant et s'émanciper des obligations qu'on se donne, d'être en permanence parfait, d'être fort ou forte tout le temps, de faire des efforts sans arrêt, pouvoir se délester de ces obligations qu'on se donne, par exemple aussi de se dépêcher. Ce sont 4 petits moteurs qu'on a vite dans notre tête. Dépêche-toi, sois parfait, fais un effort, sois fort. Évidemment, ça va créer ce que, pour ma part, je me refuse à appeler du burn-out parental. Le burn-out, c'est une maladie. Elle doit être fixée dans l'espace qui a la vue nette, c'est-à-dire le monde professionnel. Les parents qui en ont marre de leur enfant, de temps en temps, qui parfois ont des épisodes pendant lesquels ils ne supportent plus d'être envahis par les enfants, ne sont pas des parents qui souffrent d'une maladie quelconque. Ce sont des parents normaux qui ont du mal à supporter cette hyperparentalité, dont je vais maintenant décrire les signaux. Et je parle expressément de signaux et pas de symptômes. Donc si vous les repérez en vous, n'en faites pas une maladie. Il est probable que vous allez sentir, à un moment donné, dire « ça c'est moi ». Par exemple, je vais vous parler des parents hélicoptères. Ah ben oui, j'ai une petite tendance à être un parent hélicoptère, c'est-à-dire un parent qui tourne autour de ses enfants. T'es où? T'es avec qui? Tu reviens quand? Vous savez, c'est une évolution, c'est lié au fait qu'on a convoqué nos enfants à naître. Ce ne sont plus des heureux événements, ce ne sont plus des accidents. Ils ont été programmés, pour la plupart d'entre eux, désirés, mais au-delà du désir programmé, on les a eus au moment où on pensait que c'était opportun de les avoir, et on les a convoqués à naître. D'où on se sent terriblement investi d'une responsabilité qui est celle de leur venue au monde. C'est ça qui rend ce mécanisme, par exemple, de parents hélicoptères. Il faut que je contrôle ce qu'il vit, où il est, comment il le fait. Et il faut que je l'ai toujours sous les yeux. Il faut savoir qu'un enfant de 10 ans est autorisé pour le moment à être à 300 mètres autour du regard de ses parents. Au-delà, ça produit de l'insécurité chez l'enfant et chez le parent lui-même. Il y a 10 ans, c'était 3 km. Il y a 30 ans, c'était 30 km. On allait pêcher dans le village voisin, on s'en allait, on revenait le soir, etc. Ça ne posait pas de problème. Alors vous allez me dire, mais le monde est devenu insécurisant. Mais non, il est subjectivement insécurisant. Il ne l'est en réalité pas plus que dans les autres périodes que je viens de citer, mais il est vécu comme insécurisant parce qu'on est tétanisé par l'idée que notre enfant, s'il n'est plus sous nos yeux, eh bien, il va lui arriver quelque chose. Résultat, les enfants, dans cette espèce de jeu un peu compliqué, qui est de leur dire « découvre le monde, mais reste sous mes yeux », ils vont découvrir le monde sous vos yeux, ils vont se mettre devant des écrans. Ils vont se mettre devant des écrans et les hyper-parents vont trembler à nouveau. Parce qu'ils vont se dire « mon Dieu, les écrans, on m'a dit que c'était nocif. On m'a dit que c'était mauvais pour leur développement. On m'a dit, par exemple, que ça créait des crétins digitaux. » Ça, c'est le titre d'un livre, par exemple. Il faut se méfier des titres. La fabrique du crétin digital. Beaucoup ont lu le titre. Qui a lu le livre ici? Est-ce qu'il y en a? Qui connaît le titre? La plupart connaissent le titre et n'ont pas lu le livre. Le livre est beaucoup plus nuancé que le titre le laisse entendre. Mais quand on lit ça, on se dit, attention, les écrans, c'est mauvais. Alors, il faut le savoir, on a fait une revue de la littérature
dans mon université sur l'ensemble des recherches qui essaient de déterminer si les écrans sont bons ou mauvais. La réponse pour toutes ces recherches, c'est toujours de dire ça dépend. Ça dépend de l'usage qu'on en fait, ça dépend de l'accompagnement qu'on a mis en place autour de l'enfant. Les écrans ne sont ni bons ni mauvais, ils sont juste nécessairement accompagnés. Ça, le parent hélicoptère doit le comprendre très très vite. C'est vrai qu'on ne doit pas contrôler ce que vit son enfant sur un écran, mais on doit l'accompagner. Sinon, on vit un effet que j'ai appelé l'effet Bambi. Vous savez on parle parfois de violence à l'écran. Il n'y a pas plus violent que Bambi. C'est terrifiant. Quand vous montrez un enfant de 3-4 ans, c'est l'âge où il commence à regarder Bambi, vous le laissez seul devant un écran où il va voir un spectacle terrifiant. Un coup de fusil. Pan. Ta mère est morte, va voir ton père. C'est ça en gros, hein, Bambi. Et vous avez un petit enfant qui regarde ça, qui ne comprend pas, parce que la mort, ça ne rentre pas dans la tête d'un enfant. Lui, son angoisse, ce n'est pas celle de la mort, c'est celle de l'abandon. C'est-à-dire un petit fan qui crie après sa maman et qui perçoit qu'elle ne reviendra plus jamais. La mort est un définitif non-retour. C'est quand même pas un mince apprentissage. Et l'autre apprentissage, c'est l'amour ne protège pas de la mort. Tu peux aimer les gens tant que tu veux, ça n'empêchera pas leur mort. Ce sont des apprentissages essentiels. Mais combien de parents laissent leur enfant seul devant Bambi? Ce n'est pas la faute de Walt Disney. Walt Disney n'avait pas prévu la télévision et le vidéo, il avait prévu le cinéma, c'est-à-dire un spectacle impliquant, parce que l'image vient de derrière vous, vous englobe, et vous êtes donc impliqué dans ce que vous percevez. C'est pour ça que les enfants, quand on va au cinéma avec eux la première fois, ils se mettent à pleurer, parce qu'ils sont impliqués dans ce qu'ils vivent. Et vous avez ces enfants qui se retrouvent là devant un spectacle expliquant, puisque la télévision, l'image vient du dehors, qu'ils vont apprivoiser par la répétition. Et les enfants vont regarder en permanence la télévision, la scène de Bambi et de sa maman qui disparaît. Résultat, il va faire ce que Boris Cyrulnik appelle une métamorphose du traumatisme. Ça veut dire que quand vous avez demandé à un enfant « C'était beau Bambi ?» Il va dire « Oui, c'était beau ». Il va vous parler de scènes qui sont pampans sur la glace, qui sont des petites scènes anodines. La grosse scène centrale, il ne l'a pas en réalité regardée. Il a regardé la première fois. Nous, on a filmé les enfants qui regardaient Bambi. Ils ont la bouche ouverte, ils sont tétanisés. Ils cherchent un adulte qu'ils ne trouvent pas. Et puis, les fois suivantes, ils ne regardent plus l'écran. Ils font une écoute flottante. Et au moment de cette scène-là, ils font autre chose. Ils jouent, ils font n'importe quoi, mais ils ne regardent plus parce que c'est au-dessus de leur force. Faites l'effort de regarder Bambi avec vos enfants. Vous arriverez au résultat qui est celui qui a été obtenu par la génération de ceux qui ont regardé Bambi dans des conditions de cinéma, c'est-à-dire en étant systématiquement accompagnés. Posez la question à n'importe quel adulte de mon âge, demandez-lui avec qui tu as vu Bambi la première fois. Il saura vous citer les adultes qui étaient présents avec lui au cinéma, parce qu'on a besoin d'être contenu. Le travail du parent hélicoptère notamment, c'est pas de supprimer, de contrôler tout ce que fait son enfant, mais de savoir ce qu'il fait pour savoir si notre présence est nécessaire. Dans Bambi, elle est nécessaire. Dans plein d'autres espaces, elle ne l'est pas, et on doit pouvoir s'autoriser à ne pas avoir cette exigence de contrôle continu que l'on se donne et que l'on donne à l'enfant, d'être toujours en notre présence physique, d'être toujours contrôlé dans ce qu'il fait. Ça, c'est le parent hélicoptère. Le deuxième symptôme, mais de nouveau, si vous le percevez chez vous, ne paniquez pas. C'est pas, je parle de symptôme, mais en réalité, c'est un indice simplement. C'est le parent drone. Le parent drone, c'est un parent hélicoptère amélioré. C'est un parent qui a décidé que pour son enfant, ce serait uniquement le meilleur, la meilleure école, les meilleurs stages. Il va être en permanence à la recherche du meilleur et surtout, il va essayer d'éviter à tout prix que son enfant vive des émotions négatives. Si on hésite entre plusieurs cadeaux, on les prend tous pour que surtout ils ne soient pas déçus. Moi, je le dis régulièrement aux parents, décevez vos enfants. Décevez vos enfants par les cadeaux que vous faites, c'est-à-dire faites des vrais cadeaux. Vous cherchez, si vous vous trompez, c'est rien, il va être déçu, mais il en aura le souvenir et il sera sensible
à l'effort que vous avez fait de chercher à le connaître. Même et avec un adolescent, c'est encore plus vrai. Si vous vous trompez de cadeau, si vous lui offrez l'intégrale d'Henri Dess alors qu'il est déjà passé à Nirvana, vous aurez un grand moment de solitude. Mais il aura le sentiment que vous avez cherché à le connaître. Il ne va pas manifester de signaux de reconnaissance, parce que l'intégrale d'Henri Dess, ce n'était pas ce qu'il attendait, mais il va effectivement être dans une relation de don contre don avec vous qui montre que vous avez accepté l'idée qu'il soit déçu. Le principe actuel, c'est que, par exemple, on va lui donner de l'argent. Achète-toi ce que tu veux à un adolescent. Et il ne se souvient absolument plus de ces moments-là qui sont beaucoup moins constructeurs que ceux qui fondent l'interconnaissance, mais qui supposent effectivement le risque d'être déçu, de passer vers ces moments où on va faire vivre des émotions à nos enfants dans un contexte qui permette de les vivre. Moi, j'ai beaucoup de consultations d'hyperparents qui refusent, par exemple, que leur enfant vive des expériences de peur. Surtout, tu ne regardes que des dessins animés genre Kirikou, dans lesquels il ne se passe pas grand-chose. Si vous voulez voir si vous êtes dans un contexte d'hyperparentalité, vous demandez à un enfant, c'est quoi ton dessin animé préféré? S'il regarde sa maman et son papa et qu'il vous dit Kirikou, vous êtes probablement dans un contexte d'hyperparentalité. S'il vous cite Bob l'éponge, vous pouvez être rassuré, le contexte n'est probablement pas d'hyperparentalité parce que Bob l'éponge, les parents le détestent. Ils le détestent tout simplement parce que Bob l'éponge, il est très agaçant, il a une voix agaçante, il a un rire agaçant. Le monde de Bob l'éponge semble tout à fait incohérent. C'est volontaire, hein. Le but du jeu, c'était de vous éloigner des écrans pour que les enfants y soient tout seuls. Si vous écoutez le rire de Bob l'éponge, dans toutes les langues, il va vous agacer. Et le principe, c'est de faire en sorte que l'enfant soit tout seul devant l'écran pour avaler tout seul les écrans publicitaires qui vont entourer le dessin animé. C'est pour ça que c'est important sur ce plan-là, mais de comprendre. Moi, je prescris énormément de Bob l'éponge, non pas aux enfants, aux parents. Quand ils viennent en consultation avec leur enfant, généralement pour les libérer de ce contexte d'hyperparentalité, je dis, parce que souvent, il y a des phobies scolaires, l'enfant est décevant sur le plan des résultats, ça ne se passe pas très bien. Et il s'attend à ce que je dise, écoute, tu vas aller à l'école, hein, parce qu'il faut aller à l'école, etc., et que je renforce l'élément phobique. Or, très souvent, on va le voir notamment en analysant le troisième symptôme, c'est une tension excessive qui est mise sur l'environnement scolaire et notamment aggravée par la pratique des devoirs scolaires. Et lorsque je prescris un Bob l'éponge à la maman, je vois le petit garçon qui se dit, ce type-là, il n'est pas tout à fait normal, mais il y a peut-être moyen d'en tirer quelque chose de bien. Et donc, il va effectivement comprendre qu'on va essayer de mettre en place quelque chose d'intéressant. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que la maman, elle va regarder le Bob l'éponge, parce que vous savez, quand les gens viennent en consultation, ils payent, et donc, comme ils payent, ils vous obéissent. Et donc, la maman qui déteste Bob l'éponge, elle va regarder avec son enfant. Et elle va systématiquement me dire, c'est marrant, hein, finalement, c'est pas si nul, parce que c'est vrai que c'est doué d'une cohérence interne absolue, et que surtout, on va faire en sorte qu'il passe un moment d'apprentissage partagé, commun, mais dans une forme de plaisir et de détente. Et vous n'imaginez pas la tête de l'enfant, toute réjouie quand il voit sa maman raconter le Bob l'éponge. Regardez des dessins animés avec vos enfants. Vous allez voir que c'est ce qui leur plaît le plus, mais des dessins animés qui sont ceux qu'ils ont choisis eux-mêmes, pas ceux que vous avez choisis pour eux, en espérant simplement leur éviter toutes les émotions qui paraîtraient négatives et qu'on doit tous vivre. Nos enfants doivent régulièrement être tristes, régulièrement avoir peur, régulièrement vivre des expériences de dégoût. On doit vivre l'ensemble du panel des émotions, simplement parce qu'on a besoin de toutes les émotions pour vivre. Si vous voulez comprendre comment ça fonctionne, comme j'ai promis de ne pas dépasser 3/4 d'heure de présentation, je vais juste vous suggérer un dessin animé qui vous permettra de comprendre comment se construisent les émotions dans un cerveau humain. Vous regardez vice-versa. Vous allez voir comment fonctionne un cerveau humain à partir de toutes les émotions. Pas à partir de la joie continue, du contentement permanent ou de la satisfaction éternelle. Ça, ce sont des catastrophes en pédagogie. Ce n'est absolument pas vivable ni pour celui qui prétend la diffuser, ni pour celui qui s'oblige à vivre avec une seule émotion au lieu de l'intégralité de la palette. Or, souvent, les parents drones font tout pour que leur enfant soit content. On ne t'a pas mis au monde pour que tu sois triste.
On ne t'a pas mis au monde pour que tu aies peur. On ne t'a pas mis au monde pour que tu sois en colère. On t'a mis au monde pour que tu sois content. Résultat, on n'a jamais vu autant de crises de colère. La crise de colère, on l'explique très facilement. Si vous... Je ne sais pas, je ne vous vois pas bien, mais est-ce qu'il y en a qui pourraient me dire s'ils ont peur des araignées? Qui est-ce qui a peur des araignées ici? Voilà, une personne qui a peur des araignées. Généralement, plus les femmes que les hommes, hein, puisque la peur des araignées n'est pas une peur idiote. Hein. Même si l'araignée ne vous mangera pas, il faut savoir que c'est juste, vous êtes une angoissée performante, en réalité. Hein. L'angoisse, c'est la peur diffuse de l'incertitude, de la finitude et de la solitude. On va tous mourir, on ne sait pas quand, et ceux qu'on aime mourront aussi. Je ne reste pas là-dessus parce que ça plombe l'atmosphère, hein, mais il faut savoir qu'on a tous ça vaguement en tête. Pour s'empêcher d'y penser, on a parfois des stratégies, comme les phobies, qui vont déplacer cette angoisse sur un objet précis dont vous pourrez parler. Et vous n'avez pas choisi cet objet par hasard, parce que si dans l'histoire du développement de l'humanité, on n'avait pas eu des femmes qui avaient peur des araignées, surtout les femmes, parce que c'est elles qui étaient à l'intérieur des foyers, eh bien, on ne serait pas là pour en parler parce qu'on serait mort. Vous êtes certainement plus compétente que ceux qui n'ont pas la phobie des araignées pour voir des araignées. Parce que votre phobie vous permet simplement de les repérer très facilement. Alors tout ça pour vous dire que si je vous mets une araignée dans les mains, parce que je vous dis, cette petite bête ne vous mangera pas. Et donc on va jouer à un jeu dans lequel vous êtes obligé de tenir une araignée dans les mains et de fermer la main sans l'écraser. Vous allez hurler et vous allez vous mettre en colère. Dès que je vous interdirai, parce que je vous dirai, mais vous n'avez pas à avoir peur, elle n'est pas venimeuse, elle est toute petite. Je vais vous interdire une émotion. Votre cerveau va aller chercher celle qui est la plus disponible près du cortex. La première émotion qu'on retrouve, c'est la colère. C'est celle qui est la plus proche du cortex. Et donc, si je vous interdis d'avoir peur, vous allez vous mettre en colère. La tristesse, elle, se trouve beaucoup plus derrière un centre qui est le centre de la douleur. C'est pour ça que si vous êtes terriblement triste, vous allez me dire, mais je suis terriblement triste, j'ai mal, tellement je suis triste. Là aussi, pour éviter cette douleur, le cortex, si vous vous refusez cette tristesse, va aller chercher la colère. Le problème, c'est que ce n'est pas la bonne émotion. Résultat, vous avez une colère sur la colère. C'est ce qu'on appelle une crise de colère, parce que ce n'est pas l'émotion qui devrait être sollicitée. Si on n'ouvre pas aux enfants la possibilité de vivre toutes les émotions, on l'a vu de manière très très nette pendant les attentats. On a fait une recherche à ce moment-là, on a vérifié que les stratégies parentales, lorsque tout le monde avait peur, des bombes qui explosent, des attentats qui se manifestent un peu partout, si vous n'avez pas peur, c'est même pas que vous n'êtes pas humain, c'est que vous n'êtes pas vivant. Donc tout le monde avait peur. Vous aviez des parents qui disaient à leur enfant « N'aie pas peur, ne t'inquiète pas, il ne va rien t'arriver ». Et ils le disaient en ayant eux-mêmes peur, mais ils envoyaient un message « Tu n'as pas à avoir peur ». D'autres disaient « Tu as peur, c'est normal, moi aussi ». Et on a constaté que les deuxièmes parents induisaient des comportements d'adaptation de leur enfant qui, par exemple, on appelait ça l'effet Zorro, considéraient qu'ils étaient protégés parce que c'est vrai qu'il y a du danger, mais il y a plein de super-héros autour de nous, des militaires qui sont super armés, etc. Ils développaient des stratégies parce qu'ils avaient été autorisés à avoir peur. Le principe, c'est d'autoriser les émotions chez l'enfant. Et puis après, parce que ça vous allez aussi l'entendre dans beaucoup de livres de pédagogie positive, vous devez accueillir les émotions de votre enfant et vous devez surtout faire en sorte que ces émotions, eh bien on y réponde. La toute-puissance des émotions, c'est terriblement dangereux. Parce qu'il y a un produit naturel qui se manifeste dans les familles, c'est que les émotions, elles sont vécues par chacun de ses membres. Vos émotions, l'émotion de l'enfant, l'émotion de papa, l'émotion du grand frère, l'émotion de la petite sœur, toutes les émotions se valent. C'est le principe des démocraties émotionnelles participatives, c'est que l'émotion des uns vaut l'émotion des autres. Si vous dites que vous êtes triste, je n'ai pas à vous dire que vous n'avez pas à être triste, et je n'ai pas à vous dire que vous n'avez pas à être aussi triste que ça, ni baisser l'intensité, ni vérifier sa légitimité. Une émotion, ça se dit, ça ne se contredit pas. Et il faut que dans une famille, on puisse échanger ces émotions. Tu es triste, eh bien moi je suis en colère. Tu es triste et moi j'ai peur. Et vous pouvez avoir des émotions très différentes, s'obliger à focaliser l'intention
sur l'émotion de l'enfant pour la rendre toute puissante. Ça, c'est pas l'émocratie. La démocratie émotionnelle, c'est l'émocratie, c'est-à-dire l'émotion toute puissante, et l'enfant est complètement dépassé par cette puissance des émotions. On doit donc montrer dans la famille qu'on a des émotions. On doit montrer qu'on a des émotions sous toutes ses formes. Ça veut dire, par exemple, aussi que là, méfiez-vous des conseils qui vont vous dire « soyez des parents zen ». Être un parent zen, c'est épouvantable. Vous brouillez les messages. Je vais prendre un petit exemple. Imaginez, vous venez de repeindre votre salon. Et vous allez à la salle de bain, et pendant ce temps, votre enfant vient et il met ses mains dans le pot de peinture rouge et il fait un fac-similé des grottes de Lascaux dans votre salon. Vous descendez, vous avez lu des livres sur la pédagogie et la zénitude parentale. On va vous dire, surtout, vous expliquer à l'enfant, sans vous énerver, que sa pulsion artistique, vous ne voulez pas la contrarier, mais que vous auriez quand même préféré qu'il sollicite votre avis avant de prendre l'initiative de développer ses compétences artistiques sans faire attention à votre travail à vous. Mais l'enfant, il ne va rien comprendre. Énervez-vous, vous êtes énervé, ne vous laissez pas démonter par votre colère, c'est ça, perdre le contrôle de ses émotions. Mais manifester cette colère, ce n'est pas du tout un problème, et ça vous permet d'être congruent par rapport à l'émotion. Au niveau de l'enfant, il comprendra que la prochaine fois, il doit d'abord demander l'autorisation avant de prendre des initiatives. C'est ça, les dérives de ce qu'on appelle la pédagogie positive, que je ne critique pas en soi, c'est juste ces dérives qui sont critiquables. Et pour ma part, je préfère des façons positives de faire de la pédagogie. Je vais développer le troisième symptôme, parce que je sens que certains disent j'ai déjà les deux premiers et si j'ai le troisième, c'est sûr, je suis collé. Et donc, je ne vais pas vous laisser dans l'attente trop longtemps. Le troisième symptôme, c'est le parent curling. Vous connaissez le curling? C'est un sport où il y a des gens qui jettent un palet et puis vous en avez d'autres qui frottent pour que le palet arrive le plus près possible de la cible. C'est pas passionnant. Si ceux qui sont insomniaques, ça passe pour le moment à 2h du matin sur Eurosport. Vous pouvez éventuellement regarder, vous allez voir, c'est une très très belle métaphore de l'éducation. L'éducation, c'est effectivement prendre un palet, le lancer, le lâcher, parce qu'il faudra lâcher nos enfants, et faire en sorte qu'ils suivent son chemin en allant le plus près possible de ce qu'on peut considérer comme étant des indices d'épanouissement et de bonheur. Ceux qui frottent, en réalité, ils font fondre la glace, ils n'ont qu'une influence très marginale sur le palet, mais ils le font de façon terriblement névrotique parce qu'on a l'impression qu'ils contrôlent réellement la trajectoire. Beaucoup de parents font du curling, par exemple, quand ils espèrent contrôler la trajectoire scolaire de leurs enfants, notamment dans les devoirs. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que beaucoup de parents s'énervent en faisant les devoirs avec leurs enfants. Est-ce qu'il y a des parents ici qui s'énervent quand ils font les devoirs? Il y en a qui s'énervent très fort. Vous comptez pour deux, donc je vais vous prendre effectivement comme un double parent qui s'énerve très très fort. Vous vous rendez bien compte que c'est contre-productif. Mais vous ne pouvez pas vous en empêcher. Vous êtes sans doute là, vous avez un signe sur l'indice d'hyperparentalité et vous manifestez une tension excessive, mais tout à fait compréhensible. Donc je peux tout à fait comprendre ce que vous vivez. C'est-à-dire que vous êtes terriblement avide d'entendre votre enfant donner de bonnes réponses. Et vous êtes contaminé par le temps court et le temps long. Le temps court, il est 6 heures, à 6h30, on soupe, tu as intérêt à avoir fini. Et donc, les opérations logiques, par exemple, vous allez essayer de prendre un burin pour les faire rentrer dans la tête de votre enfant. Or, les opérations logiques, c'est-à-dire le passage à la dizaine, par exemple, on sait que chez un enfant, ça vient par insight. L'insight, c'est un mécanisme qui fait que deux fils se touchent, et puis vous avez compris. On ne sait pas quand ça arrive à des moments différents pour chacun d'entre eux, mais ça ne vous empêche pas de prendre le burin pour essayer de faire en sorte qu'ils comprennent, et qu'ils comprennent, s'il le faut, de manière forcée. Parce que le temps long aussi va vous contaminer. Le temps long, c'est l'idée que le petit voisin, il sait déjà faire 9 plus 15, et toi, tu ne sais pas faire 9 plus 5. Je vais reprendre mon burin, parce que ce n'est pas possible, tu ne peux pas être plus bête que lui. Notez que même les enseignants, qui sont très compétents pour séquencer les apprentissages, pour ne pas s'énerver, parce qu'ils comprennent que c'est un séquençage,
lorsque je parle avec eux des devoirs scolaires et que je parle avec eux de ce qu'ils font dans les devoirs en tant que parents, ils perdent d'un coup toutes leurs compétences pédagogiques pour un certain nombre d'entre eux, parce qu'ils sont dans le même cas de figure que vous. Or, c'est complètement contre-productif sur le plan pédagogique, sur le plan éducatif, parce que l'enfant ne pense plus quand il est mis sous tension. Alors, la bonne nouvelle d'une recherche qu'on a réalisée il y a un petit temps, c'est que les enfants ne souffrent pas tant qu'on l'imaginait. Ils nous disent « maman devient folle ». Je dis maman parce que généralement, c'est quand même 80% des mamans qui font les devoirs dans un premier temps. Les papas n'interviennent souvent que secondairement. Et ils font pire que mieux. Ils interviennent quand maman s'énerve en disant « donne, je vais le faire ». Et ils s'énervent tout autant. Et là, l'enfant souffre vraiment en disant « j'énerve tout le monde ». Et là, vous avez effectivement des enfants qui se mettent à souffrir. Mais il y a une autre souffrance qui n'est pas dite aussi, qui est celle de ceux qui disent « les maths, c'est pas pour moi ». Est-ce qu'il y a des mauvais en mathématiques ici? Voilà, oui, ok. Des bons en maths aussi, sont parfois plus rares. Voilà, il y a une personne bonne en maths et une autre mauvaise en mathématiques. On va ouvrir vos cerveaux. Bon, on ne le fera pas, hein. On va imaginer qu'on ouvre vos cerveaux. On ne verra pas de différence, hein. La bosse de maths n'existe pas, vos circuits cérébraux sont à peu près les mêmes. Et donc, il n'y a absolument aucune raison que vous soyez bonne en maths et que vous soyez mauvaise en mathématiques. Simplement, vous allez me dire certainement, les mathématiques, c'est super. Ça donne du plaisir. Et il y a le fameux Archimède, par exemple, quand il découvre son principe, eh bien, il a l'équivalent d'un orgasme. On le sait, hein, c'est des espèces de décharges d'endorphines. Et en mathématiques, comme dans beaucoup de choses d'ailleurs, plus c'est dur, plus c'est bon. Hein. Donc, plus ça a été difficile à obtenir, plus on a une espèce de bouffée d'orgasme dont vous ne vous êtes pas privé. Par contre, votre collègue, elle, vous êtes en train de vous dire « mais qu'est-ce que j'ai pu manquer comme bouffée orgasmatique ?» Et effectivement, c'est vrai. Et pour une raison très simple, c'est une décision prise de manière très confuse, soit dans le début des primaires, soit en début de secondaire, que les maths, c'est pas pour moi. Parce que, effectivement, un cerveau, ça se myélinise, hein, c'est-à-dire qu'en fait, c'est use it or lose it. Plus vous l'utilisez, plus ça va vite. Les circuits cérébraux sont fluides. Et donc, plus vous faites des mathématiques, plus vous les faites vite, plus vous les faites bien, plus vous créez des automatismes cérébraux, et vous allez en faire de plus en plus, et votre collègue va en faire de moins en moins. Elle va effectivement, après, dire « mais moi, je suis plutôt le français, plutôt d'autres stratégies ». On va simplement arriver à créer comme ça quelqu'un qui a des difficultés scolaires et quelqu'un qui n'en a pas dans les mathématiques pour le cas qui nous intéresse, mais ça peut aussi se généraliser simplement parce qu'on aura créé un stress au moment de la résolution des problèmes mathématiques liés notamment aux devoirs. Il devrait être possible dans les devoirs scolaires, et dans beaucoup d'expériences où on l'a réalisé, ça soulage tout le système pour un parent de dire « stop, là tu ne comprends pas ». Là, tu ne comprends pas, il faut qu'on se donne les moyens de te le réexpliquer. Ce n'est pas moi qui vais le faire, parce que, d'abord, je suis trop proche de toi et je m'énerve quand tu ne comprends pas, et que je risque d'être très mauvaise dans cet apprentissage. Et vous stoppez le devoir. Lorsqu'on le fait de cette manière-là, de façon concertée avec les enseignants, on obtient de très, très bons résultats. Les enseignants, vous savez, quand ils donnent des devoirs à vos enfants, c'est pas pour avoir des devoirs de parents. Hein. Ils savent plus quoi faire des devoirs qu'ils reçoivent parce qu'ils sont contaminés par l'apport parental. Quand on dit « non, moi je mets en place les devoirs et j'arrête au bout, soit d'un moment qui a été déterminé, et en lisant sous forme de boutade, en Belgique, par exemple, des expériences qu'on a réalisées, en fondamental, dans les 3 premières années de primaire, les devoirs durent 12 minutes et 37 secondes. Dans les 3 années des plus grands, ils durent 15 minutes et 18 secondes. Vous allez me dire, mais ce type, il est fou, comment il fait pour mesurer comme ça? Eh bien, on donne aux familles des chronomètres. Et l'enseignante fait un devoir qui doit être réalisé dans ce laps de temps par un enfant qui aurait compris, simplement. Ça, c'est la directive qui est donnée. Et on dit aux parents, votre rôle de parent, c'est pas de mettre votre enfant au bout du devoir, c'est de le faire aller le plus loin possible, tout seul, pour qu'il puisse simplement entraîner ses compétences acquises et montrer les endroits où il ne comprend pas. Et donc, au bout de 12 minutes, vous arrêtez
Et là, tout le monde s'y retrouve. L'enfant n'est plus confronté à une personne qui lui fait terriblement peur. Hein. C'est une question que je pose souvent dans les conférences. Est-ce que vous pensez que les enfants ont peur des sorcières, selon vous? Oui, non? Oui. Pourquoi est-ce qu'ils auraient peur des sorcières? Parce qu'on leur a dit, alors d'autres vont me dire, il y a d'autres raisons. Hein. Bon, quand ils voient une sorcière, parfois ils pleurent. Qu'est-ce qui les fait pleurer? Qu'est-ce qui leur fait peur? La laideur, vous allez me dire, non, la laideur ne fait pas peur aux enfants. Vous savez, toutes les mamans ne sont pas extraordinaires, hein, mais les enfants n'ont pas peur de leur maman, même si elle est laide. Et donc, vous avez, la laideur ne fait pas peur à l'enfant. Ce qui fait peur à l'enfant, c'est la métamorphose. Lorsque maman, si douce, si aimable, si chantonnante dans sa voix, devient cette espèce de monstre éructant, qui hurle, qui devient tout rouge, qui crache, simplement parce qu'on est confronté à quelques calculs que je n'arrive pas à réaliser. Forcément, vous allez créer énormément de stress. Le stress crée des hormones qui empêchent de réaliser des apprentissages. Résultat, l'enfant se met en incapacité de réaliser des apprentissages. Et puis il en déduit que tout un pan de les apprentissages, c'est pas pour lui. C'est pour ça que quand on met en place des devoirs qui sont strictement limités dans le temps et qui ne vont pas confronter l'enfant à ce risque, effectivement, de voir un parent se démonter par rapport à une compétence qu'il doit acquérir, eh ben c'est bénéfique pour lui. C'est bénéfique pour les mamans parce que je suis convaincu que si je vous dis « Madame, vous ne devrez plus travailler que 12 minutes et 37 secondes en rentrant de votre travail et après, vous pourrez faire vraiment ce que vous voulez », vous allez aussi être soulagé. Et les enseignants, ils corrigent enfin des devoirs d'élèves. C'est-à-dire qu'ils peuvent repérer les seuils de compétences atteints, les compétences flottantes et les compétences qui ne sont pas du tout acquises. Alors là, le devoir remplit sa fonction. Dans un contexte d'hyperparentalité, on doit tenir compte de tous ces éléments qui ont été évidemment terriblement contrariés, et en France encore plus qu'en Belgique, je pense, par cette espèce d'hérésie qui était l'école à la maison. Moi, j'ai vu des tas de parents complètement en situation de détresse quand on leur demandait de faire l'école à la maison. L'école, ça n'est pas la maison, c'est un oxymore. L'un n'est pas l'autre, et on fait des choses très différentes dans un espace et dans l'autre. Les enseignants, c'est un métier, ça s'apprend, et ça s'apprend notamment parce qu'ils savent séquencer des apprentissages et qu'ils savent aussi les programmer. C'est ce qu'on appelle l'enseignement explicite. Ils savent aussi, beaucoup mieux que les parents, faire la différence entre ce qu'ils réclament de leur classe, c'est-à-dire une espèce d'attention flottante, et des tout petits moments de concentration. La concentration, une attention focalisée, ça se réalise un tout petit peu ici. Vous êtes en situation d'écoute flottante, hein, vous n'êtes pas en situation de concentration. Et quand je veux votre concentration, je fais ce que font les enseignants. Je lève mon doigt en l'air ou je monte les sourcils. Ce sont tous les micro-signaux qui révèlent des petits moments où, si vous ne vous accrochez pas, vous risquez de perdre le flux de la conversation ou de la conférence. C'est ce que font les enseignants, c'est pour ça qu'ils sont épuisés auprès d'une journée de travail, parce qu'ils sont constamment en train de faire fonctionner cette petite partie de leur cerveau qui les incite à observer ceux qu'ils ont en face d'eux pour vérifier les fléchissements d'attention et eux-mêmes à se mettre en scène pour rattraper cette attention et produire des petits moments de concentration. Mais un parent, lui, s'imagine que son enfant doit être concentré pendant 3 heures. Résultat, il demande une attention soutenue, il ne l'obtient pas, il s'énerve et vous aviez l'école à la maison qui produisait énormément de tension. Et donc ces mécanismes-là, qui ont été fortement secoués, hein, le parent hélicoptère qui se retrouve à quai avec son hélicoptère et son enfant dans la maison sous ses yeux tout le temps, c'était beaucoup trop. Hein. Les zones de repli, les zones territoriales des parents étaient strictement limitées. Moi, j'interrogeais beaucoup les familles en souffrance et en difficulté, et j'entendais beaucoup de mamans ou de papas, mais les mamans plus sollicitées que les papas encore sur ce plan-là, quand je leur posais la simple question « Est-ce que vous avez un territoire à vous ?» Ils me disaient les toilettes. Et encore. Et encore. J'y suis depuis 30 secondes, on m'appelle. Et donc, cherchez des territoires à vous. Des territoires, et un territoire, c'est à la fois l'espace et le temps. Il y a des moments où vous n'êtes pas disponible pour votre enfant. On le voyait pendant le télétravail, par exemple.
Il y a des gens, vous ne pouviez pas les contacter parce que leur enfant était là. Vous étiez en communication téléphonique avec eux. Vous entendiez en permanence le combat qu'elle menait parce que l'enfant voulait accaparer son attention, éventuellement parler à la place de la maman au téléphone ou du papa. Et vous aviez cette incapacité de dire non, ce temps ne t'appartient pas. Non, cet espace ne t'appartient pas. On peut le faire, y compris dans des espaces qui sont très restreints. Vous savez, ce n'est pas seulement une quantité d'espace, les territoires sonores. Moi, j'ai multiplié, pendant la période de confinement, les casques dans les familles pour que chacun ait son territoire sonore, que l'adolescent ait le sien, que vous ayez le vôtre. On n'est pas obligé d'être en permanence imbriqués les uns sur les autres. Se préoccuper les uns des autres, ce n'est pas s'occuper en permanence de ce que les autres vivent, et on a tous besoin de ces territoires qui sont des territoires personnels. Pouvoir s'empêcher à un moment donné de vivre cette expérience de la parentalité qui, au niveau du parent drone, aussi était épuisante. Quand vous êtes constamment avec cette petite voix, sois parfaite, fais un effort, sois forte. Ça veut dire que tu ne peux même pas t'autoriser à dire « j'en peux plus ». J'en peux plus, j'ai besoin d'être seul. Une petite phrase magique, je t'aime beaucoup, mais là, je ne te supporte plus. On peut très bien le faire. Mettre en place des systèmes qui permettent de réguler les territoires. Mettre des règles dans les territoires communs, c'est impératif, mais une règle, elle ne fonctionne que si elle est punie en cas d'infraction. Si la règle se négocie, se renégocie en permanence, eh bien, cette règle va très très vite devenir inopportune. Des règles qui supposent des punitions, des lois aussi qui supposent des sanctions. Une sanction, ce n'est pas une punition, c'est un coup d'arrêt, parce que là, tu viens de faire quelque chose que je ne peux pas accepter parce qu'il y a des lois qui interdisent. Tu as frappé ton frère, tu as manqué de considération vis-à-vis de ton père, de ta mère. Eh bien, ce sont des lois qui interdisent ça, et il faut que le système réagisse. Ce qu'on a mis en place en Fédération Wallonie-Bruxelles dans les écoles, qui est de dire qu'il faut qu'il y ait des structures, qu'on appelle nous des conseils d'éducation disciplinaire, qui émettent des sanctions quand il y a une infraction à la loi. Et il faut aussi qu'il y ait d'autres espaces dans lesquels on protège les émotions de chacun, de chaque élève. Tristesse, colère, joie, peur, dégoût. Je répète ces émotions parce que c'est important qu'on puisse chacun avoir l'opportunité de dire son émotion sans risquer d'être contredit par les autres. Je vais prendre un petit exemple d'une situation familiale relativement banale. Maman ne supporte plus les vannes de papa qui n'arrêtent pas de se moquer d'elle, gentiment, n'est-ce pas? Parce que quand on se moque, c'est toujours de l'humour. Et celui dont on se moque, s'il ne rit pas, il va en plus être coupable de manquer d'humour. Papa lance des vannes et tout le monde rit. Les enfants rient. Maman supporte plus ça, mais elle a dans sa tête ce petit vélo qui tourne sans arrêt. Sois forte, fais un effort, sois parfaite. Et dépêche-toi, ce sont les 4 thèmes du petit vélo, mais là c'est sois forte. Donc elle se met à rire avec eux alors qu'elle est blessée en permanence par ce qui est une marque d'agressivité, parce qu'il faut le savoir, la moquerie, c'est de l'agressivité. C'est ce qui fait la différence entre l'humour et la moquerie. Les Grecs, qui étaient beaucoup plus perspicaces que les Romains, avaient 2 mots pour parler de ce que les Romains évoquent en un seul mot. Le katagélan et le gélan, le rire mauvais et le rire positif. Le risus, les latins, ils l'ont mélangé. Le gélan, c'est le rire positif. Il se produit dans les contextes sécurisants, ludiques, créateurs de liens bienveillants. Aucun problème qu'il se manifeste dans votre famille. Quand vous voyez qu'on rit tous ensemble, tout va bien. C'est que le contexte est sécurisant pour chacun, qu'il est créateur de liens bienveillants et qu'il est ludique. C'est un rire qui vient des petits singes juvéniles, parce que les singes adultes ne rient pas, des petits rats, c'est des gazouillis, etc., qui manifeste, qui vient de ce rire-là. C'est un rire que vous pouvez d'ailleurs éprouver ou provoquer chez quelqu'un si vous êtes chatouillé ou si vous le chatouillez. Sauf que, imaginez, vous sortez d'ici et quelqu'un que vous n'avez jamais vu vient vous chatouiller. Je promets que vous n'allez pas rire, il faut un contexte sécurisant. Imaginez, vous êtes en pleine scène de ménage, une scène conjugale un peu gratinée, et votre conjoint, il vient l'idée saugrenue de vous chatouiller. Je vous promets que vous n'allez pas rire non plus,
vous allez le renvoyer à ses chères études en disant comment c'est pas le quart d'heure puisque le contexte n'est pas ludique. Et si vous voulez voir à quel point c'est relationnel et bienveillant, ne le faites pas maintenant, en tout cas pas pour ceux qui sont en présentiel physique. Ceux qui sont en présentiel numérique, fermez votre caméra et faites l'essai éventuellement de vous auto-chatouiller, en gros. Donc, ne le faites pas, hein, je vous assure que ça va vraiment vous rendre pathétique, parce que si vous rentrez chez vous ce soir et que vous vous auto-chatouillez, si vous riez, allez consulter. Hein. C'est que vous n'êtes pas bien. L'auto-chatouillement ne produit pas de rire. On ne rit que dans un contexte relationnel. Du coup, papa qui utilise la moquerie, c'est-à-dire le sarcasme qui brise, l'ironie qui met à distance ou la dérision qui vous rend tout petit, toutes les stratégies qu'on utilise pour amoindrir quelqu'un, avant éventuellement de l'évacuer, ou en tout cas pour prendre possession de son territoire. Eh bien, papa va vous dire c'est de l'humour. Mais non, là on est dans le kata-gélane, qui ne vient pas du gazouillis des petits singes juvéniles, qui vient du rictus menaçant des singes adultes. C'est un rire que vous pouvez voir si vous êtes dans un jardin zoologique, vous envoyez votre poing en direction des chimpanzés, vous allez voir, ils vont retrousser leurs lèvres, ils vont montrer leurs dents. Les gens qui ne connaissent pas les chimpanzés disent « regarde, ils rigolent ». En fait, ils ne rigolent pas, ils protègent son territoire et éventuellement, il attaque le vôtre. Si vous n'avez pas le temps d'aller dans un zoo, vous prenez votre ordinateur, vous tapez Donald Trump. Et vous attendez un moment où il rit, dans un de ses meetings. Vous allez voir, il a le rictus menaçant des grands singes. Très clairement, mâchoire serrée, regard acéré. Et vous allez constater quelque chose de tout à fait particulier. C'est que si vous partagez l'agressivité de Donald Trump, c'est-à-dire en gros si vous partagez ses cibles, si vous n'aimez pas non plus les Mexicains, si vous considérez aussi comme lui que ce sont des êtres inférieurs, vous allez le trouver très drôle si vous partagez ses cibles. Si vous ne les partagez pas, vous n'aurez aucun mal à ne pas le trouver drôle. C'est pour ça que les partisans de Trump le trouvent désopilant, les autres le trouvent immensément agaçant. On perçoit la charge agressive de la moquerie. Et évidemment que maman l'aperçoit. Maman l'aperçoit et est mise en incapacité de dire que ça la gêne sous prétexte que c'est mélangé avec de l'humour. C'est comme ça qu'on ne permet pas à une démocratie émotionnelle participative de se déployer, parce que si simplement on considère que c'est l'émotion vécue par celui qui la vit qui est prépondérante. Si quelqu'un dit « je suis en colère parce qu'on se moque de moi », personne n'a à dire que c'est de l'humour. Ce n'est pas l'émetteur qui fixe le message dans l'humour ou la moquerie, c'est le récepteur qui détermine la mesure dans laquelle il a été affecté. Et là, vous pourrez ranger l'un de l'autre. Les espaces de parole régulés, qui sont les techniques qu'on met en place dans les écoles, gagnent à être mis en place dans les familles aussi, notamment parce que les familles ont tendance à se démultiplier. C'est plus des arbres généalogiques, c'est des pains parasols. On a des demi-frères, quarts de frères, huitièmes de frères. Et donc vous avez des familles qui ont tendance à se démultiplier, dans lesquelles il est parfois difficile de trouver sa place. C'est important d'avoir des moments formels où on utilise des règles qui vont dire on va protéger les émotions de chacun. Mais pas seulement les émotions de l'enfant, les émotions de chacun, parce que vos enfants ont besoin de décoder vos états émotionnels et que la pire chose qui puisse être faite pour un enfant, c'est un parent qui dit « j'ai tout fait pour toi, j'ai tout fait, j'ai tout fait, j'ai tout fait ». Et à force de tout faire, je ne respirais plus parce que j'ai fini par étouffer. C'est ça, les enfants n'ont pas besoin de parents full-time préoccupés par eux, ils ont besoin de parents qui s'émancipent, qui se délestent du poids de ce qu'on appelle la charge émotionnelle. La charge émotionnelle, c'est ce qu'on vit quand par exemple, qu'on prend sur soi. Vous savez, quand on prend sur soi, on se met à supporter. Et supporter, c'est porter en sus. Ce sera encore du poids supplémentaire. Toutes les émotions, et le principe d'une émotion, c'est qu'il ne s'agit pas, si vous voulez retrouver une forme de sérénité, il va falloir apaiser ces émotions, certainement pas les réduire au silence. Une émotion réduite au silence est une émotion qui se met à peser encore plus fort. Et donc, le but n'est pas de les réduire au silence, le but n'est pas non plus de les éteindre. Éteindre ces émotions, c'est ce que prévoit, par exemple, la philosophie stoïcienne, qui revient d'ailleurs au goût du jour, mais attention de bien la comprendre. Les stoïciens parlent, eux, d'ataraxie, c'est-à-dire ils vont vous dire « ne vivez pas les émotions dites négatives
étouffez-les. Ce qui ne dépend pas de vous, de toute façon, vous ne pouvez pas agir dessus, donc ne vous laissez pas contaminer par ces émotions-là. Par contre, ce qui dépend de vous, ayez la force d'agir dessus et ayez la sagesse de discriminer l'un de l'autre. C'est une philosophie, et comme toutes les philosophies, ça peut donner des règles générales de vie, mais elles sont intenables sur le plan de la parentalité. Là, cherchez l'apaisement de vos émotions. Et là, je terminerai par ça. Une émotion est apaisée, c'est une émotion qui est débarrassée de tout ce qui la contamine en termes de remords, de regrets, de culpabilité, et qui fait que cette émotion devient portable. Et quand elle est portable, elle devient supportable. Et là, vous pouvez alléger vos émotions. Mais surtout, évitez de taire ces émotions. Donc, il faut des espaces où vous avez l'opportunité de les dire, et à quelqu'un qui ne va jamais les contredire ou les contester dans leur intensité. Pouvoir dire ses émotions et pouvoir aussi en assurer la maîtrise, parce que simplement, on se sera donné les moyens de les apaiser en les délestant de tout ce qui les contamine et qui leur donne du poids, notamment la culpabilité de ne pas avoir laissé ce petit moteur fonctionner. N'oubliez pas, si vous ne retenez que ça, sois fort, fais un effort, dépêche-toi et sois parfait. Ce sont vraiment ces petits moteurs permanents. Alors, on pourrait chercher d'où ils viennent, mais c'est peut-être pas ça le plus important. D'où ils viennent, ce sont généralement soit des habitudes éducatives, soit de l'héritage d'un passé contaminant. Ce qui est important, c'est d'être suffisamment lucide, c'est-à-dire d'avoir une conscience éclairée qui permet de débusquer ce petit discours quand il se met en mouvement, et notamment lorsqu'il se met en mouvement par rapport à votre parentalité.